Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, dans un autre cours de psychiatrie. Notre intitulé aujourd'hui, un cours qui a un impact social et individuel très important. Donc, notre intitulé aujourd'hui, c'est la lutte contre les addictions. C'est le cours de Dr Tahdouh. Toujours, vous allez trouver les supports utilisés dans les vidéos dans la description à télécharger. Je vous invite toujours à abonner, mes chers amis, pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. N'oubliez pas de laisser un j'aime. Donc, comme objectif pédagogique aujourd'hui, c'est de comprendre la problématique de l'addiction. L'addiction, c'est un problème de santé majeur dans tout le monde. Prendre la connaissance des différents types d'addiction et vous allez voir que l'addiction, c'est pas toujours aux substances psychoactives et savoir orienter, ça, la compétence la plus importante, savoir orienter la prise en charge des addictions. Donc, en introduction, l'addiction, c'est un problème de santé publique majeur. Il a un impact qui est multiple, sanitaire, médicaux et sociaux. Donc, toutes les addictions qui sont prendre en compte, quelles que soient, liées ou non aux substances. Donc, il existe des addictions liées aux substances, ça suit du tabac, l'alcool, des drogues, des médicaments ou bien des addictions comportementales, des addictions aux jeux pathologiques ou bien de la cyberaddiction. Donc tout ça, ça va avoir un atteint grave ce qui est sur l'entourage et le patient lui-même et l'ensemble même de la société malheureusement. Donc, addiction, problème de santé majeur, donc qui va affecter pas seulement l'individu lui-même, aussi son entourage et la totalité de la société. Deuxièmement, comme définition, donc de nombreuses définitions étaient proposées, mais c'est la définition de Goodman qui est la référence. Donc l'addiction selon Goodman, c'est un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour fonction de procurer du plaisir ou bien de soulager un malaise intérieur. Donc, pas toujours, l'addiction, elle n'est pas toujours pour le plaisir. Parfois, malheureusement, dans certains des cas des maladies chroniques, c'est pour soulager une douleur et qui se caractérise par l'échec. Ce qui définit l'addiction, c'est le échec répété de la contrôler ces habitudes-là avec une persistance en dépit des conséquences qui sont négatives. C'est parmi les définitions là, je vous invite à noter. Donc, c'est un processus pour rechercher soit du plaisir ou bien de soulager une misère ou bien une douleur interne. Un échec de contrôle. Donc, on va aborder avec détail les critères d'addiction. Donc, la notion de craving, la notion de tolérance, la notion d'addiction, la notion de dépendance et la persistance dans ces actes addictifs-là, malgré que les conséquences y sont négatives sur deux personnes de côté physique et même psychique. Et on a deux types d'addictions. On a premièrement des addictions aux substances psychoactives. Donc, et c'est la cible là, c'est l'abus de consommation de substances, du tabac, d'alcool, des médicaments, même des drogues, la cocaïne. Et aussi, les deuxième addiction, c'est les addictions comportementales. Donc, là, c'est l'addiction sur des jeux pathologiques, des troubles de conduite alimentaire, des comportements compulsifs répétés, donc type d'achat, donc l'addiction à l'achat, la cyberaddiction, l'addiction, voire sexuelle, et même l'addiction au sport jusqu'à l'addiction au travail. Donc, plusieurs addictions peuvent être notées comme addiction comportementale. Donc, c'est tout abus d'un comportement pathologique, soit des jeux, soit des cyberaddictions qui sont en train de simuler entre les adolescents, des addictions sexuelles et même addictions au sport, voire des addictions au travail. Donc ça, c'est de la cyberaddiction, surtout chez les jeunes, voire même addiction au sexe, au sport, voire au travail. Donc, comme données épidémiologiques, donc c'est la cinquième cause d'invalidité et d'incapacité dans le monde. Donc l'addiction, c'est la cinquième cause d'invalidité et de l'incapacité chez dans le monde ou bien chez l'adulte.
On note 3,3 millions de décès chaque année dus à l'usage nocif de l'alcool. On note aussi que l'alcool est un facteur étiologique dans plusieurs ou bien plus de 200 maladies et des traumatismes et 5,1% de la charge mondiale et les maladies et les traumatismes, ils sont attribués à l'alcool selon l'OMS en 2015. Autre donnée épidémiologique, c'est l'usage du cannabis pendant l'adolescence est estimé donc en 167 millions d'usages dans le monde malheureusement. Donc, et 3,8% de ces personnes-là, c'est entre l'âge de 15 et 64 ans. Et on note 5 millions d'utilisateurs quotidiens du cannabis malheureusement. Donc vous voyez les chiffres effrayants et la prévalence aussi sur la vie de la dépendance au cannabis, c'est entre 17 et 35% chez 15 à 16 ans en 2013. Donc vous voyez là la notion de la dépendance, les chiffres énormes de usage, donc presque de 5 millions d'utilisateurs quotidiens du cannabis. Donc les chiffres là, ils sont effrayants et on a vu dit que ça pose un problème majeur dans le monde. Maintenant pour la partie clinique, la partie la plus importante, le trouble d'utilisation de substances, il est défini par 10 caractères à retenir. Donc pour définir une addiction, bien un trouble d'utilisation de substances, il est défini par, premièrement, la personne qui est en train d'utiliser ces substances-là, elle a de l'incapacité d'accomplir ses obligations professionnelles et même familiales. Donc ce sont les absences répétées, la diminution du performance au travail, la négligence parentale et la négligence et de l'entretien du domicile. Premièrement, une personne qui est en train de consommer, une personne addictive, elle a premièrement l'incapacité malheureusement d'accomplir ses obligations, soit sur la famille, soit sur le rendement professionnel et même parfois sur lui-même. Premièrement. Deuxièmement, et malheureusement, une personne qui est addictive, qui est mise en danger physique et même lui-même et même ses proches. Donc, par exemple, c'est l'usage récurrent et même devant la conduite automobile, l'utilisation des machines. Donc, les personnes en addiction, ils vont mettre en danger physique du sujet lui-même et même des proches, surtout dans la conduite. D'abord, c'est parmi les majeures causes des accidents automobiles, donc c'est la prise d'alcool. Troisième critère, c'est la persistance de l'usage, en dépit des problèmes sociaux et même interpersonnels qui sont récurrents et qui sont dus à l'exacerbation par les effets de ces substances. Donc, ça, c'est l'incapacité d'arrêter la prise ou bien de la consommation de ces substances. Quatrièmement, on va parler de la notion de la tolérance et c'est très important à retenir. Donc là, la tolérance, elle est définie par l'un des deux de ces critères suivants. Donc A, la tolérance, c'est le besoin qui manifeste d'augmenter les quantités toujours pour atteindre un état d'intoxication ou l'effet désiré. Et ça va faire des critères de overdose et des intoxications, voire même la mort. Donc c'est la notion de tolérance. Donc, comme toute drogue, il y a la notion de la tolérance chez le corps humain. Ça va nécessiter l'augmentation de la dose premièrement. Ou bien, deuxième définition en tolérance, une diminution manifeste de l'effet produit en cas d'usage continu de la même quantité. Donc, soit la personne, elle va augmenter de la dose pour avoir un effet qui est désiré, ou la même dose prise à cause de la tolérance là, elle va être insuffisante de créer cet état de satisfaction chez les patients ou bien de soulagement. Donc, quatrièmement, la notion de tolérance. Et cette tolérance-là, elle est accompagnée bien sûr avec des signes de sevrage. Donc le sevrage, il est défini aussi lui-même par l'un des deux critères suivants. Un syndrome de sevrage caractéristique de la substance. Donc en arrêtant la substance, il va
Le patient il va subir des notions du syndrome de sevrage. Il peut s'agir des dépressions, des manifestations somatiques, des manifestations neurovégétatives. Ou bien, deuxième définition de sevrage, les substances consommées pour soulager ou éviter les manifestations de sevrage. Donc, soit le patient, lorsqu'il arrête la substance-là, il va avoir du syndrome de sevrage, ou bien il va reconsommer de la substance pour éviter les manifestations de sevrage. Donc, c'est un cercle fermé, c'est un cercle vicieux. Lors de la prise de ces substances-là, le patient il va avoir la notion de tolérance et la notion de sevrage, et ça va rendre l'arrêt de ces substances-là qui est très difficile. Sixièmement, la substance, elle est consommée de plus en plus en grande quantité, en période qui est longue, ce qui était envisagé. Donc, personne qui a été programmée, par exemple, de consommer une telle quantité de substance ou bien de cigarettes, il va augmenter ou bien il va consommer de façon qui est plus grande et plus longue que la durée qui a été planifiée. Septièmement, c'est qu'il existe un désir persistant, bien des efforts à arrêter, mais malheureusement, ils sont infructueux. Donc, contrôler ou bien de la consommation et c'est très difficile sur le plan psychologique. Donc, les tentatives d'arrêt de ces substances-là, ils vont avoir de l'échec. Il n'y a ni contrôle, ni l'arrêt de ces substances-là, malheureusement, et c'est très difficile. Huitièmement, un temps important qui est consacré par le sujet pour procurer de la substance et de la consommer et de récupérer les effets de consommation. Neuvièmement, des activités importantes sur le plan professionnel, personnel, donc ils sont abandonnés afin de récupérer ce temps ou bien afin de profiter de ce temps dans la consommation. Et derrière critère, dixième critère, l'usage de la substance reste identique en dépit de prise de conscience. Donc le patient il est conscient qu'il existe là d'une répercussion sur le plan physique et psychologique du patient. Donc c'est la continuation de consommation et de prise de substances là, malgré les effets néfastes de ces substances-là. Et là, on va avoir la notion de craving. Donc là, le craving, c'est l'envie importante, l'envie impulsive de consommer une substance. Et c'est là ce qui caractérise les addictions là. Donc dans les addictions, on note ces 10 critères et on note aussi la notion de craving. Donc c'est l'envie importante, impulsive, irrésistible de consommer les substances. Donc ces points-là, ils sont à retenir. Il peut s'agir des questions d'examen. Donc ce sont des 10 critères pour définir un état d'addiction ou bien un trouble d'utilisation de substances. Et vous voyez que tous ces notions-là, ils ont de retentissement grave sur le côté physique et psychologique du patient. L'addiction, elle est dite faible s'il y a au moins deux critères présents sur c'est c'est surcité. Elle est modérée s'il y a au moins 4, sévère s'il y a au moins 6 de ces critères qu'on a déjà cités. Donc ça, c'est pour la définition de l'addiction. Maintenant, on va voir quelques exemples. On va aborder 3 exemples d'addiction. On va voir l'addiction au cannabis, l'addiction au cocaïne et à l'alcool. Donc, premièrement, on va aborder l'addiction au cannabis. Comme première définition, on va avoir c'est quoi une intoxication aiguë ou bien une ivresse cannabis. Donc, c'est un effet de 7 à 10 minutes jusqu'à 4 à 8 heures pour les manifestations psychosensorielles pendant la prise du cannabis. Et donc, c'est un sentiment vécu actif de bien-être, c'est l'euphorie, c'est l'exaltation imaginative, l'altération du jugement, le reflux sur soi, lassitude, voire la torpeur. Donc tout ça, ce sont des effets psychotropes
ou bien ça, c'est de l'ivresse cannabique. La modification sensorielle, le patient il peut avoir des illusions, des hallucinations et perturbations cognitives de l'attention. Donc, tout ça, c'est les critères de l'ivresse. Premièrement, l'ivresse du cannabique ou bien l'ivresse, ou bien l'intoxication aiguë au cannabis. Deuxièmement, concernant la notion de sevrage, donc dans le sevrage cannabique, selon les critères de DSM-5, on va noter l'agitation, l'anxiété, l'insomnie, la dysphorie, l'irritabilité, l'anorexie, tremblement des extrémités distales, l'augmentation des réflexes et la modification de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle, des manifestations neurovégétatives, c'est de la sueur, la diarrhée et même des anomalies dans l'électroencéphalogramme peuvent être possibles. Donc, premièrement, la notion de l'ivresse ou bien de l'intoxication au cannabis et deuxièmement, la notion de sevrage et les symptômes là vont majorer le tableau clinique. Donc, la notion de sevrage et la notion de l'intoxication cannabique, faites attention. Et troisièmement, les conséquences de la consommation du cannabis. Donc, on va noter déficit cognitif, perte généralisée de la motivation. Donc, c'est le syndrome amotivationnel, trouble de la mémoire, une manque de motivation qui rend leur intégration sociale particulièrement compliquée. Donc, c'est le retentissement social et même des comorbidités psychiatriques, voire parfois des psychoses qui sont dues à l'intoxication au cannabis. Dernier titre sur le cannabis, c'est le mécanisme d'action. Et le cannabis fumé va se fixer sur les récepteurs CB1. Notez ça bien, ils sont impliqués dans la régulation de la prise alimentaire, le processus cognitif, la sensation de plaisir par activation de la sécrétion de la dopamine au niveau du système récompense, même notamment dans le noyau accumbien. Donc le cannabis interagit au niveau des récepteurs CB1 et la sécrétion là neurotransmetteur, c'est de la dopamine. Donc ça, c'est pour le cannabis. Deuxièmement, on va passer à l'addiction au cocaïne. Donc, premièrement, la notion d'intoxication. Donc, dans l'intoxication au cocaïne, donc c'est une atteinte du cerveau qui est très rapidement. Donc, c'est quelques secondes, voire quelques minutes. Et c'est la notion de l'hypervigilance, l'euphorie, l'excitation intellectuelle, physique, sexuelle, des sentiments de toute puissance. Donc ça, c'est la première phase. Et en deuxième phase, l'excitation et la notion de descente. Donc ça, c'est pour l'intoxication au cocaïne. Pour le sevrage, là, vous devez noter que dans la cocaïne, le craving, là, il est très intense. L'anédonie, l'humeur dépressive, l'asthénie, le trouble de sommeil, trouble de l'appétit, et même l'agitation ou le ralentissement psychomoteur. Donc, parmi les sevrages les plus puissants, c'est le sevrage en cocaïne qui est caractérisé par un craving très, très intense. Troisièmement, troisième addiction, c'est l'addiction à l'alcool. Et on note là quelques définitions. Donc, l'ivresse simple, donc c'est la phase d'excitation psychomotrice, c'est la désinhibition, l'euphorie, alternant avec des périodes de tristesse et d'agressivité, de la logorée, la familiarité qui est excessive. Donc, premièrement, en l'ivresse simple, on a la première phase, c'est la phase d'excitation psychomotrice. Deuxièmement, on note une phase d'incoordination. Elle est suivie par la phase d'incoordination, qui est une incohérence idéique, puis progressivement une véritable confusion. Donc là, premièrement, la phase d'excitation psychomotrice. Après ça, le patient, la personne elle va avoir la phase d'incoordination.
et de l'incohérence, voire la confusion. L'examen clinique, il va retrouver un tremblement, une dysmétrie et parfois un syndrome cérébelleux. Donc, parmi les causes du syndrome cérébelleux, c'est l'intoxication alcoolique et voire parfois même, ça va passer à la phase comateuse. Donc, ça, c'est la notion de l'hypothermie. Le midriase qui est bilatéral, donc en cas d'intoxication sévère. Donc ça, c'est la notion de midriase bilatéral à réactive. L'hypotonie, l'abolition du réflexe ostéotendineux, une bradycardie et une hypotension sont quelquefois associés. Donc l'ivresse simple, on a trois phases. La phase d'excitation psychomotrice, la phase d'incoordination et la phase comateuse. Donc tout ça, ça va rentrer dans le domaine ou bien le territoire de l'ivresse simple. Deuxièmement, grand B, l'ivresse pathologique là. Donc c'est la plus fréquente en cas de trouble de personnalité. Surtout la sociopathie. Donc là, c'est un trouble cérébral organisé. Donc c'est l'épilepsie, la détérioration intellectuelle qui est débutante. Elle succède une ingestion récente et massive d'alcool. Et cette ivresse pathologique réalise un tableau prolongé, volontiers récidivant et marqué par une dangerosité potentielle. Donc c'est l'auto ou l'hétéroagressivité. Donc la deuxième pathologie, c'est l'ivresse pathologique là. Troisièmement, titre C, c'est le sevrage alcoolique. Qu'est-ce qui va se passer dans le sevrage? Donc on note un syndrome neuromusculaire. Donc dans le sevrage, on note le tremblement des mains, tremblement de la langue, des myalgies, des crampes, des paresthésies. On note aussi des troubles digestifs, les nausées, les vomissements. On note un trouble neurovégétatif, la sueur, la tachycardie, l'hypotension orthostatique, du trouble psychiatrique, l'anxiété, l'humeur dépressive, l'irritabilité et l'hypermotivité. On note des insomnies, des cauchemars qui sont souvent associés. Donc l'ensemble de ce trouble-là est spécifique et il est calmé par l'ingestion de l'alcool. Donc toujours dans le sevrage, il est calmé par la prise de la substance qui a été la cause de ce trouble-là. Quatrième titre dans l'addiction à l'alcool, on va voir la notion du delirium tremens. Et là, c'est un accident de sevrage qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Donc, dans le delirium tremens, on note des troubles, premièrement des troubles végétatifs et des signes généraux. Premièrement, des sueurs profuses, tachycardie, hypertension artérielle, diarrhée, nausées, vomissements, hyperthermie modérée et des signes de déshydratation. Donc, c'est la notion des plis cutanés et de l'oligurie. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on va noter des modifications biologiques. En plus des signes de l'alcoolisme chronique, il existe des signes de déshydratation intracellulaire. Donc, hypernatrémie et extracellulaire. Donc, c'est l'augmentation de l'hématocrite et de la protéinémie. Donc, on note des troubles végétatifs, signes généraux et modifications biologiques. Et concernant l'évolution de ce délirium tremens, l'évolution en absence du traitement et de la vitaminothérapie avec P1 qui est précoce, elle est défavorable. Donc, on peut noter là l'encéphalopathie de Guyette et Wernicke et on peut noter aussi du syndrome de Korsakoff et parfois ce délirium tremens, il peut entraîner malheureusement le décès de la personne. Avant de conclure et voir la prise en charge, on va aborder de l'éthiopathogénie et de notion de comorbidité dans les addictions. Donc plusieurs facteurs sont considérés comme résultant de l'association du produit. Donc c'est le produit qui est pris, de la personnalité et de l'environnement. Donc tout ça sont des critères qui vont contribuer à la notion d'addiction. Donc l'addiction est le résultat du produit consommé, premièrement, de la personnalité et de l'environnement. Concernant le produit, on va l'aborder ça avec détail dans le cours des psychotropes.
on a des psychostimulants, on a des psycholeptiques et des psychodysleptiques. Deuxièmement, concernant la personnalité, il existe des facteurs vulnérables et de résistance. On note des facteurs génétiques, des facteurs psychologiques, psychiatriques, des attitudes cognitives et l'âge. On note les troubles de l'adolescence. Je vous invite à consulter le cours de troubles d'adolescence. Et comme environnement, là, on note les effets des groupes et des peurs, l'accès aux drogues, surtout chez les patients jeunes, les groupes sociaux, les facteurs familiaux et même l'influence culturelle. Donc tout ça, ça va rentrer en facteurs environnementaux dans l'addiction. Comme comorbidité, on note la dépression chez ces personnes-là, des troubles de l'humeur, on note de la schizophrénie, l'impulsivité, des troubles de la personnalité et même des comportements suicidaires. Dernier titre, c'est les principes de la prise en charge. Et les objectifs de cette prise en charge, elles varient selon les personnes et selon le stade. Donc, c'est de la prévention en premier lieu, le repérage, l'intervention brève, l'abstinence, dans certains cas, la substitution en cas de syndrome de sevrage sévère et la réduction du risque. Donc la prise en charge repose essentiellement sur, là c'est ça c'est important, c'est la motivation des patients à s'engager dans le soin. Donc sans motivation des personnes, des patients, on ne peut pas avancer dans la thérapeutique. Ce traitement-là, il peut avoir le lieu en ambulatoire ou bien en cure, en hospitalisation dans les situations nécessitant des soins complexes. Les traitements médicamenteux reposent essentiellement sur le traitement symptomatique, sur les manifestations de sevrage. Notez bien que le traitement de substitution par la méthadone, il ne concerne que les addictions aux opiacés, donc l'héroïne. Le traitement là, je répète, il est symptomatique, sauf dans les addictions aux opiacés de l'héroïne, où on va faire une thérapie de substitution par de la méthadone. Le traitement, un traitement visant la réduction de l'appétence à l'alcool a été proposé dans certains pays à base de baclofène et de naltrexone. Donc, ils sont des médicaments proposés pour diminuer l'appétence de l'alcool. Et bien, bien sûr, c'est de la psychothérapie individuelle ou en groupe qui occupe une place qui est importante dans le processus de soins. Donc, c'est l'entretien motivationnel, la thérapie familiale et même de la thérapie cognitivo-comportementale. Et concernant les dernières mesures, c'est la réduction des risques avec l'écoute, l'information, le soutien, la mise à disposition de matériel stérile, les seringues et les préservatifs pour éviter la contamination et les infections, qui occupent une place importante dans la prise en charge globale de ce problème de santé majeur, ce problème social au niveau mondial. Donc ça c'était tout. C'était quelques points forts concernant les addictions. J'espère que la vidéo était bénéfique. Je vous rencontrerai prochainement mes chers amis dans d'autres cours. Merci pour votre attention et bon courage.